Après avoir défini l'entrepreneuriat féminin, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'entrepreneuriat social. Cette forme d'entrepreneuriat qui gagne de plus en plus de l'importance a les spécificités, tout comme l'entrepreneuriat féminin, d'être un élément clé du développement économique et du développement social. En effet, l'entrepreneuriat social consiste à créer des organisations en vue de résoudre des problèmes sociaux. Ces organisations vont également permettre, comme nous allons le voir, d'assurer le développement économique. L'entrepreneuriat social qui a été réduit au travail associatif, il est allé au-delà aujourd'hui du travail associatif pour être introduit dans le monde des affaires afin d'essayer de réduire les inégalités entre les économies, mais aussi entre les acteurs économiques opérant dans la même économie. Avant d'expliquer comment on arrive à atteindre cet objectif, nous allons commencer par définir l'entrepreneur et l'entrepreneuriat social. Les entrepreneurs sociaux sont, comme d'ailleurs tous les entrepreneurs, des individus qui portent des solutions innovantes. Mais cette fois, ces solutions sont recherchées en vue de résoudre des problèmes sociaux, des problèmes qui pressent de la société. Ces entrepreneurs avaient l'intelligence et le génie de remarquer qu'il est possible d'apporter des solutions concrètes à ces problèmes sociaux en faisant la conciliation entre l'approche économique et les objectifs sociaux. En effet, l'entrepreneur social, il va utiliser l'approche économique, l'approche qu'utilisent les entrepreneurs ordinaires, mais cette fois, l'objectif étant de résoudre des problèmes sociaux. Ce faisant, l'entrepreneuriat social consiste à créer des organisations non lucratives en mobilisant des idées et des ressources dans le but de résoudre des problèmes sociaux. Donc, la particularité ici, c'est le type de problème que cherche à résoudre l'entrepreneur. Il s'agit de problèmes sociaux. Il importe de remarquer que le fait de créer des organisations non lucratives, ça ne veut pas dire que ces organisations ne vont pas générer des revenus. Parce qu'il est indispensable de générer des revenus pour pouvoir résoudre ces problèmes, des problèmes qui sont nombreux dans l'économie. Et dans les dons, comme nous allons le voir tout à l'heure, les dons et les subventions ne sont pas suffisants pour résoudre ces problèmes. Donc, l'entrepreneur social, il va créer des organisations dont l'objectif est de résoudre ces problèmes sociaux. La création de ces organisations nécessite que l'entrepreneur fasse 3 choix principaux. Le premier choix consiste à choisir la mission sociale. Rappelons que la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. Tout entrepreneur, tout créateur d'entreprise, il est obligé de fixer la mission de son entreprise, c'est-à-dire de se poser la question « Pourquoi vais-je créer cette entreprise ?» S'il est indispensable pour les entrepreneurs de définir la mission, il est encore plus indispensable et fondamental pour l'entrepreneur social de définir la mission qui ne peut être que sociale. Cette mission se décline en 2 éléments, les objectifs finaux et les processus opérationnels. Nous allons expliquer cela en illustrant un exemple. En effet, la banque Grameen, c'est une banque qui a été créée par un entrepreneur de Bangladesh. Cet entrepreneur, il a constaté que le taux de pauvreté, il est très important dans son pays et surtout chez les femmes rurales. Donc, il a créé cette banque dont l'objectif est de réduire la pauvreté rurale, en particulier, bien sûr, pour les femmes. Donc, son processus opérationnel consiste à aider ces pauvres à monter leur propre activité lucrative en leur accordant des prêts d'un montant très faible pour ne pas intéresser les banques traditionnelles. Donc, ce monsieur, en créant cette banque Grameen, il a inauguré cette notion de microcrédit. Ces microcrédits sont d'un montant très faible qui va permettre à ces femmes rurales de créer leur projet parce que en créant un projet, nous allons assurer la continuité de ce revenu et elles auront un revenu permanent
qui va faire que ces femmes n'auront plus besoin de quiconque pour les aider. Elles vont se faire aider par elles-mêmes. Bien sûr, là, on constate que l'entrepreneur social, il cherche à résoudre les problèmes sociaux tout en responsabilisant les personnes concernées. Donc là, il n'encourage pas à l'oisivité, mais plutôt il encourage à la prise d'initiative. Et il va permettre à ces personnes d'avoir leur destinée entre leurs mains, à ces personnes de monter leur propre projet et d'assurer par elles-mêmes la continuité de leur projet. Le deuxième choix que doit opérer l'entrepreneur consiste à définir la forme organisationnelle, c'est-à-dire le cadre dans lequel cet entrepreneur social va chercher à atteindre la mission sociale définie. Donc, généralement, les entreprises sociales prennent généralement la forme d'une coopérative. Ces coopératives permettent d'impliquer les salariés et bien sûr d'autres parties prenantes sur une base démocratique en vue d'assurer un engagement collectif. Toutefois, cette forme organisationnelle pose des problèmes. D'abord, le problème de se poser, de s'interroger, est-ce que les parties prenantes s'engagent dans cette coopérative en vue justement d'atteindre cet objectif social? Est-ce qu'elles cherchent de résoudre cet objectif social? Est-ce qu'elles cherchent à assurer, à aider ces salariés à se développer de manière continue? Et en plus, elle présente l'inconvénient de la lourdeur, de la lenteur de la prise de décision du moment où le nombre des personnes impliquées est très important. Les entrepreneurs sociaux, ils ont constaté que pourquoi chercher à appliquer des formes d'association, des formes de coopérative, pourquoi ne pas emprunter des formes d'entreprises classiques dont le but de résoudre des problèmes sociaux, ça va permettre de profiter ou bien de bénéficier des avantages de ces formes d'organisation. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines entreprises sociales adoptent des structures plus hiérarchiques, comme par exemple en créant une fondation ou bien en prenant le statut d'une entreprise classique. Je donne également un exemple. Café Direct, c'est une entreprise britannique qui pratique le commerce équitable. Cette entreprise est arrivée même à être introduite en bourse et elle a pu verser ses premiers dividendes à ses actionnaires en 2006. Après avoir défini le modèle économique et la forme organisationnelle dans laquelle il va la mission sociale et la forme organisationnelle dans laquelle il va réaliser cette mission sociale, l'entrepreneur doit choisir le modèle économique, c'est-à-dire comment va-t-il opérer en vue de générer des revenus? Parce que les entreprises sociales, généralement, leurs ressources prennent la forme de subventions publiques et de dons. Mais ces subventions publiques et ces dons s'avèrent insuffisants pour résoudre les problèmes sociaux. Donc là, l'entrepreneur social, il a pensé de trouver une manière qui va permettre à son entreprise de générer des revenus qui seront permanents, mais qui seront bien sûr d'un montant plus important que les subventions publiques et les dons, et qui vont permettre de résoudre ces problèmes sociaux. Et il va là impliquer les personnes défavorisées dans ce processus et il va les pousser à aider les uns les autres. Donc, si quelqu'un arrive à créer une entreprise, un projet, un petit projet, en remboursant le crédit qu'il a eu, par exemple, là, il va payer des intérêts qui vont être utilisés pour financer d'autres projets. Donc là, ils vont être impliqués dans la résolution de leurs problèmes. Donc, différents modes de génération de revenus sont utilisés. Par exemple, les associations d'aide au logement et les sociétés de microcrédit, elles réclament des intérêts, alors que les entreprises de commerce équitable vendent leurs produits et génèrent ce faisant des revenus. Bien sûr, les entrepreneurs sociaux, tout comme les autres entrepreneurs, doivent concevoir un modèle économique efficient. Rappelons que l'efficience, c'est le fait d'éviter le gaspillage. Et si les ressources sont rares pour l'entrepreneur classique, elles le sont beaucoup plus pour l'entrepreneur social qui cherche à résoudre au maximum les problèmes sociaux qui pressent sur la société.
Mais si les entrepreneurs sociaux empruntent le modèle d'entreprise classique, quelques modifications peuvent être apportées. Par exemple, les entreprises de commerce équitable sont souvent plus proches de leurs fournisseurs que les entreprises classiques. Elles les conseillent, par exemple, elles conseillent les agriculteurs ou contribuent à l'éducation et à la création d'infrastructures dans les régions concernées. Afin de mieux comprendre l'entrepreneuriat social, je vais présenter une forme de commerce, à savoir le commerce équitable. En fait, le commerce équitable est une forme de faire du commerce social, c'est-à-dire du commerce dont l'objectif est de résoudre des problèmes sociaux pour aider au développement durable. Dans ce type de commerce, nous allons rejeter le principe du profit à tout prix, c'est-à-dire l'entrepreneur social, en adoptant cette forme de commerce, il veut montrer qu'on peut arriver à réaliser du profit, même en respectant toutes les parties impliquées, en respectant la nature, en respectant les individus, on arrive à réaliser du bénéfice. Ce système de commerce est un moyen d'équilibrer les échanges entre les pays du Nord et ceux du Sud. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les pays du Nord, ils sont les pays riches et les pays du Sud sont les pays pauvres. Il se trouve que les pays pauvres sont une source de ressources naturelles, de matières brutes. Ces ressources naturelles, et cette matière brute, elle est vendue aux pays du Nord à un prix qui n'est pas élevé. Ces pays du Nord apportent des transformations à ces produits et les revendent aux pays du Sud à un prix élevé. Ce qui fait que l'argent qui sort, l'argent qui entre pour les pays du Sud, il est plus important que celui, plutôt il est moins important que celui qu'elle se trouve obligée de vendre aux pays du Nord. Ce qui fait que cela a créé un certain déséquilibre entre ces deux types de pays. Les uns s'enrichissent et les autres s'appauvrissent. Donc, l'entrepreneur, il a constaté ce déséquilibre et il a choisi d'intervenir en vue de permettre de réduire au maximum cet équilibre en permettant aux producteurs de retrouver leur place sur le marché des échanges mondiaux. Ce type de commerce consiste donc à travailler principalement avec les producteurs les plus défavorisés et à les accompagner dans leur développement. L'objectif de cet accompagnement a un double objectif. D'abord, garantir des conditions de travail et de rémunération décentes pour ces travailleurs et favoriser le développement des centres de production de manière autonome et durable. Ces centres de production peuvent être des ateliers, des entreprises, des coopératives ou bien des associations regroupant des producteurs allant de 1 à 100 000 producteurs. Bien sûr, si on veut aider ces personnes à se développer de manière autonome et durable, c'est en leur assurant un marché durable et c'est ce qu'a cherché à faire l'entrepreneur. Cela ne peut se réaliser que lorsque le consommateur soit conscient qu'il doit procéder à un achat fondé et responsable, c'est-à-dire le consommateur qui est généralement le consommateur des pays du Nord doit prendre conscience qu'en achetant les produits ordinaires, il va contribuer à l'accentuation de ce déséquilibre. Donc là, il doit procéder à un achat fondé et responsable, c'est-à-dire il doit assumer sa responsabilité vis-à-vis de pauvreté de ces personnes qui habitent dans les pays du Sud. Je vais donner un petit aperçu à la naissance du commerce équitable. Contrairement à ce que pense la majorité, le commerce équitable est né dans les pays du Nord, dans les années 60, donc c'est pas récent, et c'était à l'initiative d'organisations non gouvernementales en Angleterre et aux Pays-Bas. Le principe étant d'aider des coopératives d'artisans dans les pays du Sud à se développer de manière durable en leur assurant, c'est-à-dire en les aidant à vendre leur production dans les pays développés, c'est-à-dire en Angleterre et aux Pays-Bas. Donc, la première forme du commerce équitable était la commercialisation des produits artisanaux de pays du tiers-monde dans les pays développés. Cette forme de commerce a réussi, mais le vrai succès était avec le café indio qui est importé directement par une coopérative de Guatemala. Bien sûr, cela laisse poser la question, c'est quoi le commerce équitable? Quelle est la différence entre le commerce équitable et le commerce classique? En fait, le commerce équitable prescrit 10 normes que ces tenants, tant au nord qu'au sud, doivent respecter
et doivent appliquer quotidiennement dans leur travail. La première norme consiste à créer des opportunités pour les producteurs qui sont économiquement en situation de désavantage. Bien sûr, comment l'entrepreneur social va-t-il créer des opportunités pour ce type de producteurs? C'est en leur assurant un marché continu, un marché durable. C'est en leur permettant de vendre leur production dans les pays du Nord, un marché auquel ils n'auront jamais accès sans l'intervention de l'entrepreneur social, parce que le producteur défavorisé n'a pas la possibilité, n'a pas la capacité à vendre ses produits, à exporter ses produits dans ces pays développés. Donc c'est l'entrepreneur qui va jouer le rôle d'intermédiaire, c'est l'entrepreneur qui va assurer l'arrivée de ces produits jusqu'au pays du Nord. Ce type de commerce dont l'objectif est d'aider les producteurs défavorisés à se développer de manière continue et qui suppose l'implication d'un consommateur qui va procéder à un achat fondé et responsable, exige le respect de la transparence et de la crédibilité. C'est-à-dire que le producteur doit évaluer son travail à sa juste valeur, il doit assurer la bonne qualité pour gagner la confiance du consommateur, parce que c'est seulement dans le cadre de la transparence et de la crédibilité que nous allons assurer la continuité d'achat, la continuité de procéder à l'achat, et ça va permettre aux producteurs d'avoir un marché durable. Donc, le commerce équitable comprend la gestion de la transparence et les relations commerciales pour faire des affaires avec les partenaires commerciaux. Ce qui nous renvoie à la cinquième norme, c'est le paiement d'un prix juste. Donc, l'objet de ce type de commerce est d'aider le producteur défavorisé, mais sans que cela ne se fasse au détriment du consommateur. Donc, là, le prix d'achat, il doit refléter réellement le coût de production avec une petite marge bénéficiaire qui va permettre à ce producteur d'avoir les besoins fondamentaux, c'est-à-dire le besoin de se vêtir, d'être abrité, de se faire soigner, d'avoir l'éducation. Donc là, il doit évaluer son travail à sa juste valeur et pour que le consommateur paye seulement un prix juste. Ce type d'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à responsabiliser ces producteurs défavorisés et donc leur donner la possibilité de développer leurs capacités individuelles en vue d'assurer leur autonomie et en vue d'assurer leur développement durable. Donc il faut que chaque producteur défavorisé travaille convenablement, mais sa créativité au service de ses affaires pour produire des produits de qualité qui vont être vendus aux consommateurs pour l'aider à se développer de manière continue. Bien sûr, la réussite de l'entrepreneuriat social et de cette forme de commerce nécessite des actions de promotion. Donc, les organisations du commerce équitable ont pour objectif, à part le fait de constituer un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, de sensibiliser les consommateurs sur la portée de ce type de commerce, en faisant connaître les injustices du système commercial actuel. Ce type de commerce cherche à assurer l'égalité entre les sexes, c'est-à-dire que le travail des hommes et des femmes va être valorisé en fonction de leur contribution dans le processus de production, c'est-à-dire en fonction de leur mérite et non pas en fonction de leur sexe. C'est-à-dire si la femme travaille plus, elle sera mieux rémunérée. Si l'homme travaille plus, il sera mieux rémunéré. Il n'y a pas lieu de rémunérer les hommes mieux que les femmes, rien que parce qu'ils sont des hommes, ou bien rémunérer les femmes moins que les hommes, rien que parce qu'elles sont des femmes. Chacun sera rémunéré en fonction de son mérite, en fonction de sa contribution. Ce type de commerce veille à assurer des conditions de travail qui sont saines et sûres pour les travailleurs. Et donc là, il faut respecter également les conditions de travail. Il faut assurer une certaine sécurité, une certaine sûreté pour les travailleurs. Ils doivent travailler dans le minimum requis pour qu'un être individu arrive à produire, arrive à créer de la valeur. Le travail des enfants, il a également été évoqué dans les normes du commerce équitable. En effet, les organisations du commerce équitable respectent la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. Donc la participation des enfants dans le processus de production des produits équitables ne doit pas aller à l'encontre de leur bien-être, de leur sécurité,
des conditions éducatives et de leurs besoins de jouir. Donc, si toutes ces conditions ont été respectées et qu'on peut générer un peu de temps, on peut trouver un peu de temps pour que les enfants travaillent, ils peuvent travailler, mais sans que cela ne se fasse au détriment des éléments qui ont été cités. L'environnement également, il est à respecter dans le commerce équitable et ces entreprises cherchent à appliquer des méthodes responsables de production pour être des entreprises considérées comme étant des entreprises qui pratiquent le commerce équitable. Et bien sûr, sans oublier les relations de commerce qui sont bâties sur le respect du bien-être social, économique et environnemental des petits producteurs marginalisés. Ces relations, bien sûr, reposent sur la confiance mutuelle et le respect mutuel, ce qui va permettre de promouvoir et agrandir le commerce équitable, ce qui encouragera un nombre encore plus important de clients à acheter ce type de produits. Ainsi, le commerce équitable se veut un commerce qui va établir un rapport d'échange satisfaisant pour tous, allant du producteur au consommateur. Le commerce équitable, il est fondé sur les principes suivants. C'est d'abord assurer une juste rémunération du travail pour les producteurs et artisans les plus défavorisés, leur permettant de satisfaire leurs besoins alimentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé, l'éducation, le logement et la protection sociale. Garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en refusant l'exploitation des enfants, ou bien l'esclavage, l'exploitation des femmes, etc. Instaurer des relations durables entre les partenaires économiques et favoriser la préservation de l'environnement en proposant aux consommateurs des produits de qualité. Le commerce équitable, pour faire la synthèse, il implique trois parties. Un producteur défavorisé dont l'objectif ou bien dont le rôle consiste à produire des produits de bonne qualité tout en respectant les normes du commerce équitable et le proposer à un prix juste. Un consommateur qui aura l'opportunité de procéder à un achat fondé et responsable tout en cherchant à satisfaire son besoin, parce que en aidant le producteur défavorisé, le consommateur a le droit de chercher à satisfaire cherchera logiquement à satisfaire ses besoins. Il a tout le droit de rechercher cela. Et en satisfaisant ce besoin, nous allons garantir la continuité de transaction. Le client, il va acheter ce produit de manière continue. Et nous avons l'entrepreneur social ou bien le commerçant équitable qui va assurer, qui est un intermédiaire entre ces deux parties, qui garantit le droit de toutes les parties, c'est-à-dire qui garantit le respect des normes du commerce équitable tant par le producteur défavorisé que par l'entrepreneur, que par le consommateur. Il convient ici de préciser qu'il n'y a pas que le commerce équitable. Il y a également l'industrie équitable, l'agriculture équitable et il y a le tourisme équitable. Toutes ces formes sont des formes d'industrie, de commerce, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, d'artisanat qui respectent les normes du commerce équitable, c'est-à-dire qui vont permettre de générer des profits sans que cela ne se fasse au détriment de quiconque. Elles vont permettre justement d'aider ces producteurs, ces artisans, ces agriculteurs défavorisés, ces familles d'accueil à se développer de manière continue. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir expliqué ces deux formes, convenablement ces deux formes d'entrepreneuriat.